Bonjour, chères enseignantes, chers enseignants stagiaires. Je vous rappelle qu'on est dans le module de la didactique professionnelle des mathématiques. C'est un moment important de la formation parce que dans cette séquence, on va voir qu'est-ce que c'est, qu'on va voir un exemple concret d'une situation problème. Une situation problème que j'ai nommée situation problème historique ou bien situation problème à dimension historique. Il s'agit d'un papier publié en 2015 à la revue française Petit X. C'est une revue de didactique des mathématiques, recherche sur l'enseignement et la formation. Vous pouvez toutefois consulter le manuscrit, il est disponible en ligne. Alors, je vais peut-être mettre à votre réflexion la remarque suivante, c'est que, en gros, il s'agit d'un exemple de recherche-action, parce que l'idée est d'imaginer un dispositif de formation, un dispositif plutôt d'apprentissage, et donc il devrait y avoir une expérimentation, c'est-à-dire il faut passer à l'action, comme on a déjà parlé de ce point dans le module de la recherche-action, bien la méthodologie de la recherche-action. Donc, il y a un dispositif d'une part, une analyse a priori, et il y a aussi les préparatifs de l'expérience, le contexte de l'expérience, et puis l'énoncé de l'expérience, et enfin un retour, on attend un retour après expérimentation avec les apprenants. Donc, on va parler de ça en gros, mais nous allons zoomer, nous allons souligner les tenants didactiques dans cette situation problème proposé. Alors, je vais vous parler de l'expérience. Alors, notre expérience, c'est de dérouler avec 8 classes différentes de deuxième année baccalauréat série scientifique. On a travaillé dans les deux secteurs, secteur privé et secteur public. Et on a, après une séance de micro-enseignement dans notre centre de formation SUSMASA, avec 8 groupes de professeurs stagiaires, nous avons débattu des scénarios pédagogiques préliminaires. Oui, j'ai organisé une petite réunion avec les acteurs du terrain, avec des enseignants-chercheurs, qui vont des groupes de recherche dans le cadre du module de la recherche-action. Donc, et on a parlé de scénarios pédagogiques possibles, c'est-à-dire comment présenter une telle situation, comment organiser les tâches. Et je pense qu'on a proposé que chaque groupe il est composé de 3 animateurs et chacun d'eux connaît bien ses consignes. Alors, nous voulons que cette expérience s'effectue avant l'enseignement des chapitres des nombres complexes parce que la situation qu'on va proposer, elle s'inscrit ou bien elle cible les nombres complexes. C'est-à-dire, il parle comme thématique des nombres complexes. Et je tiens à signaler que dans la didactique des mathématiques plus particulièrement, on ne peut pas vraiment parler des résultats mathématiques tout en cours, mais chaque notion mathématique, elle a ses spécificités et donc elle doit être abordée, examinée, remédiée en zoomant sur un seul concept. On ne peut pas parler d'un ensemble de concepts. Donc, il a cette particularité. Donc, les situations de problème, ils doivent, en général, focaliser ou bien zoomer plus particulièrement sur un concept et non pas un ensemble de concepts en général. Donc, notre équipe va travailler dans un délai couvrant 2 semaines de cours, tenant compte de décalage possible de l'avancement des cours dans chaque établissement. Alors, peut-être je vais répéter le contexte général de notre situation problème. Le problème, c'est que il y a une conception erronée d'ordre épistémologique, c'est-à-dire que la majorité des cours dispensés par les enseignants de terrain, il y a toujours cette phrase qui est prononcée par la majorité des enseignants lors de la dispensation
de chapitres portant sur les nombres complexes. La phrase est la suivante. Dans tout ce chapitre, on imagine l'existence d'un nombre imaginaire i qui vérifie i carré égale 1 moins 1. Donc, c'est ce qu'on appelait un accident de logique parce que l'apprenant, en fait, l'affirmation annoncée contredit la culture scolaire que l'apprenant a accompli le long de son parcours scolaire. C'est-à-dire, il a l'habitude toujours d'entendre que le carré s'avère toujours positif, mais cette fois-ci, elle est négative. Donc, c'est ça en gros. Donc, on aimerait bien installer notre dispositif d'enseignement, c'est-à-dire la situation proposée, avant l'introduction de ce chapitre. Donc, voilà le contexte général. Et donc, on va travailler dans divers établissements. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il y a ce décalage d'un établissement à un autre ou bien d'une classe à une autre. Donc, il faut tenir compte de ce premier point. Et donc, là, on va installer la situation. Ce n'est pas exactement la même date, la même heure que dans l'ensemble des établissements choisis pour passer à l'action. Donc, pour profiter de la dynamique des groupes, nous avons décidé que le travail se fait en petits groupes de 3 ou 4 élèves. Et donc, ici, je peux vous évoquer le cadre théorique ciblé, c'est le travail en petits groupes et la dynamique qui peut donner ceci pour une meilleure compréhension, une meilleure construction de sens qui se dégage de la rivalité entre les adolescents. Alors, ce qu'on va proposer, c'est 3 types de répartition petits groupes. Donc, soit on a pris une liste proposée par le professeur de la classe, qui a la responsabilité totale de la classe, qui a organisé des groupes d'élèves de bon niveau, d'assez bien et de moyen. Donc, voilà une première proposition. Donc, on va répartir la classe selon 3 groupes de bon niveau, d'assez bien ou bien des moyens. Et pour une deuxième proposition, on a formé des groupes, on a proposé de former des groupes de manière aléatoire. Et la troisième, c'est qu'on a laissé le choix aux élèves eux-mêmes de former leur. Et donc, pour la mise en commun des écritures des synthèses, nous avons préféré que les étudiants passent au tableau et notre rôle est principalement celui d'animateur. Donc, vous voyez que une idée de départ, c'est que notre rôle est seulement un rôle d'animateur, le rôle d'animation, parce qu'on aimerait bien qu'il y a lors de cette activité mathématique que les élèves prennent le relais de travailler eux-mêmes et donc l'enseignant, comme on a parlé, va faire l'amour en ce point. C'est une dévolution en quelque sorte, c'est laisser la responsabilité à l'ensemble des apprenants pour qu'ils puissent travailler le sujet proposé ou bien le dispositif proposé. Un autre point aussi, parce que il faut se mettre lors de la conception d'un dispositif entre ce que l'apprenant peut faire et ce que l'enseignant ne peut pas faire. Et donc, pour nous, les ingrédients mathématiques imposés ou bien proposés dans notre dispositif sont déjà acquis par les élèves et en plus, ils les maîtrisent assez bien. On n'a pas besoin de grand-chose pour notre dispositif. Il s'agit de 2 grands résultats. C'est le théorème de la fonction réciproque ou bien le théorème des fonctions réciproques, c'est-à-dire à la donnée d'une fonction continue, strictement monotone. Donc, il y a une bijection entre un intervalle i et son image. Et donc, la deuxième chose dont on a besoin, c'est tout simplement l'identité remarquable d'ordre 3, c'est a plus b à la puissance 3, que tout le monde, en fait, que la majorité, la totalité même connaît. Donc, il n'y a pas de problème. Il y a aussi la lecture géométrique
c'est l'intersection des graphiques avec l'axe des abscisses. Oui, et la résolution algébrique de second degré. Donc, en gros, les ingrédients dont on a besoin ne sont pas, ils sont assez familiers pour les élèves de cette troisième année de baccalauréat, c'est-à-dire le théorème des fonctions réciproques, théorème des valeurs intermédiaires, la lecture graphique d'une intersection d'un groupe, d'un graphique avec l'axe des abscisses, et enfin l'identité remarquable, et sans oublier bien évidemment la résolution algébrique d'une équation de second degré. Donc ces ingrédients sont tout à fait assez familiers pour les élèves. Donc je rappelle que le rôle de professeur ou bien de l'enseignant, c'est un rôle d'animateur. Le sujet à travailler est composé de 3 parties. Donc, nous allons proposer un dispositif, c'est la situation problème qu'on va proposer tout à l'heure. Il est composé de 3 parties. Alors, voilà ces 3 parties. On va les voir ligne par ligne. Donc, il n'y a pas de contrainte de temps parce que la limite, c'est que la totalité de la science et l'expérience ne doit pas dépasser 3h30. Donc, vraiment, on ne s'intéresse pas au temps, mais la totalité. Bon. Pourquoi la totalité? Parce que ça dépend disons, des caractères pédagogiques de chaque groupe. Il y a toujours cette différence qui est tout à fait naturelle, mais on essaie à ce que donner un peu de temps, un peu de contrôle, un peu de maîtrise de la chose avec les organisations ou bien les considérations relatives à chaque groupe d'élèves. Le déroulement de l'expérience est programmé l'après-midi d'un mercredi ou bien d'un vendredi, milieu de semaine et la fin de semaine. En fait, c'est là où généralement il y a des activités de club de mathématiques en général. Donc, dans les activités de club de mathématiques ou bien comme une science complémentaire des mathématiques. Alors, l'enseignant intervient après chaque partie pour l'institutionnalisation des conclusions. Donc, notre situation problème, il est composé de 3 parties, mais l'intervention de l'enseignant, bien sûr, c'est important qu'il fasse l'institutionnalisation après chaque partie. Alors voilà donc le moment fort, c'est l'énoncé de la situation problème et on va vous donner cet exemple et on va le discuter de point de vue didactique. Alors à titre de motivation et comme une petite introduction historique, l'enseignant présentera l'utilisation de cadres géométriques au tableau via la résolution d'une équation quadratique géométriquement par la méthode d'Al-Khwarizmi, ce qu'on a déjà vu, et aussi la résolution d'une équation cubique par la méthode d'Al-Khayyam, ce qu'on a déjà parlé, puis il distribue la situation suivante. Donc, à titre de motivation, l'enseignant devrait évoquer ou bien faire comment M. Al-Khwarizmi, comment M. Al-Khayyam, ils ont fait pour résoudre quelques types d'équations en utilisant le cadre géométrique. Donc, il convient dans ce cas-là de mentionner l'influence fortement motivante lors de l'introduction de cette partie préalable concernant la résolution d'une équation quadratique par une méthode non ordinaire, parce qu'il y en a peu qui ont pensé à résoudre une équation algébrique par une méthode géométrique, et pourtant c'est déjà fait par Al-Khwarizmi, étape qui a incité la totalité des élèves à s'engager dans la situation problème historique avec un degré remarquable de motivation grâce à leur attitude a priori positive à l'égard du champ culturel et historique. Ce facteur est une des caractéristiques primordiales de la SPH. Alors, une des caractéristiques de cette situation problème historique, c'est cet aspect motivationnel qui se dégage après l'introduction de ces 2 points d'ordre historique et culturel. Et ça, c'est très important parce que c'est motivant pour l'apprenant
Et donc, c'est en quelque sorte une dévolution, va encore motiver et faire apprendre aux élèves la responsabilité de s'engager dans la situation proposée. Alors, la première partie qui s'installe après cette première partie préalable de l'inclusion d'éléments ou bien de repères historiques, bien des méthodes de résolution d'équations algébriques via un cadre géométrique, et on peut même évoquer aussi comme cadre théorique, c'est le changement de cadre. On peut bien se référer à l'article de Douadi sur ce point. Donc, examinons la première question. En utilisant le théorème de la fonction réciproque ou bien le théorème des fonctions réciproques, montrez que l'équation x à la puissance 3 égale à p, où p est un nombre réel, admet une seule et une unique solution réelle. Voilà, donc voilà les ingrédients. Donc, un élève moyen pourrait bien avoir la possibilité de répondre à cette question en utilisant déjà l'énoncé de la fonction réciproque, et donc pour montrer que x à la puissance 3 égale à p, où p est un nombre réel, admet une unique solution réelle. Une unique solution réelle. Donc oui, parce que la fonction f de x égale à x à la puissance 3 moins p, c'est une bijection de R vers R, et donc il existe vraiment une solution unique de cette équation dans R. Donc, on va la noter, racine cubique de P. Alors, on va la noter, ça c'est important cette notation, parce que on va la noter, ça veut dire c'est nous qu'on va proposer cette notation. Donc, il n'est pas unique, parce qu'on va voir la lecture didactique de la chose, mais après avoir lire cette deuxième question, qu'il cache un paramètre didactique très important. Écrire à l'aide de la nouvelle notation les réels suivant 2, 5, moins 3, moins 10 et moins 1. Alors, une première petite lecture, c'est que pour 2 et 5, ça marche. On est dans un cadre, disons, positif. Mais moins 3, moins 10, moins 1, attention, ce sont des nombres négatifs. Donc, elle a donné par exemple une équation x à la puissance 4, ou bien x à la puissance 2, x à la puissance 6, et ça se voit visiblement qu'il n'admet pas de solution, mais d'où le choix exactement de x à la puissance 3, parce que cette équation pourrait bien admettre des solutions qui sont négatives. Alors, on va lire ça du point de vue didactique, c'est-à-dire x à la puissance 3 égale à p admet une solution unique dans 1, et puis on va donner des valeurs de p qui sont des nombres positifs et en fait réels. On a même choisi des entiers naturels pour mieux faciliter la tâche. Donc, on va lire ce qui se passe pour la première question. Voilà. Je vais voir ce qui se passe. Voilà. La première question de la partie 1 est une question préliminaire qui fait paraître le symbole racine cubique. Notation qui trouve son sens car son existence a été montrée à l'aide du théorème que l'élève connaît bien. C'est celui de la fonction réciproque. Alors, je vous rappelle la situation. On a proposé aux élèves de résoudre l'équation x à la puissance 3 égale à p. Ils ont arrivé, parenthèse, facilement en utilisant le théorème des fonctions réciproques pour montrer qu'il existe une solution réelle. C'est bien. Cette solution réelle, elle existe d'après ce théorème. Elle est unique d'ailleurs. On va la noter. C'est une notation avec le symbole racine cubique de 3 que vous connaissez. Mais pour lui donner un statut pluriel, on a demandé aux élèves, dans un moment motivant de divertissement, de nous proposer d'autres notations. C'est-à-dire ici, on n'a pas imposé aux élèves vraiment de prendre la notation que vous connaissez, actuellement la racine cubique sous la forme classique, mais on a demandé
on a dépassé cette ligne pour laisser les élèves imaginer une notation, une symbolisation de cette solution, pas forcément racine cubique. Donc, pour leur donner d'abord cette première idée que les notations qu'on travaille avec, ça n'a pas vraiment de support ou bien d'explication mathématique. C'est une notation et on a parlé dans le cadre du module de l'évaluation des apprentissages mathématiques qu'il y a toujours cette subjectivité et que la touche subjective des enseignants ou bien des chercheurs en mathématiques, il est présente. Comme on a évoqué, pourquoi, par exemple, appeler le nombre de lettres par E. Hein? S'il devrait y avoir un autre savon dont le nom commence par K, le nombre de lettres va appeler bien le nombre de ce chercheur va prendre la première lettre de son nom. Alors, l'animateur, qui est l'enseignant, peut dans cette séquence se référer à l'origine de l'écriture des symboles pour les racines au XVIe siècle. Voici un support qu'on propose. Donc, voilà donc une approche historique de la chose. C'est que, regardez, il y a une multitude de symboles qui signifient la racine, mais c'est à partir de, c'est en 1525 où la notation qui ressemble à la racine carrée a été introduite par Christophe Rodoff, c'est un mathématicien. Voilà, donc vous pouvez voir que effectivement la symbolisation actuelle utilisée a vraiment ou bien a touché, a subi un cheminement historique avant d'arriver au stade classique qu'on connaît actuellement. Mais regardez dans son livre Asmania, regardez Cardano ou bien Cardon, comment il écrit par exemple 5 plus racine de moins 5 fois moins 15 et ainsi de suite. Regardez, il y a toute une écriture, donc 5P, il note la racine de 7 plus racine 14 sous forme de RV7, puis de point R14. Donc, le signe V, par exemple, il indique tout ce qu'il est sur le signe radical. Donc, c'est juste ce sont des notations. On a d'une part les notations cosiques et la notation du Cardon. Il peut y avoir d'autres notations, d'autres chercheurs avant de normaliser ceci, ou bien avant que la communauté mathématique normalise ou bien unifie l'utilisation d'un tel ou tel symbole. Donc, revenons sur la question 1. Voilà. Revenons sur la question 1. Donc, je vais la relire et faire une petite récapitulation. Voilà, il s'agit voilà, c'est ça, de la résolution d'une équation à la portée, c'est x à la puissance 3 égale à p. On a montré l'unicité de la solution et on va noter cette solution racine cubique de 3. Donc, l'objectif, c'est de faire accepter, regardez, on va faire accepter. Regardez, généralement, il n'y a pas de difficulté remarquable dans ces consignes. Tout élève de terminale scientifique de niveau moyen peut s'emparer de problèmes, sauf pour la question 3 de la partie 2. Non, on ne va pas appeler ça ici, mais on va pousser logiquement l'élève à écrire un nombre négatif sous un radical. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand P égale à moins 10, l'élève va écrire la solution de l'équation x à la puissance 3 égale à moins 10, c'est la racine cubique, hein, entre parenthèses, cette notation, moins 10. Donc, mais elle va accepter ceci, va accepter cette écriture qui est tout à fait logique. Hein. Maintenant, pour la deuxième question, en utilisant le graphique de la fonction définie par cette fonction, déterminer le nombre des solutions réelles de l'équation. Donc, pour cette deuxième question, on a proposé une deuxième équation cubique, c'est x à la puissance 3 égale à 6x plus 6. Je vous rappelle qu'on écrit les choses, qu'on garde l'aspect historique de la chose en travaillant sur les équations de type
x à la puissance 3 égale à px plus q. Hein. Et donc, c'est pourquoi on a un truc. Donc, l'élève pourrait, entre parenthèses, facilement montrer que cette équation, ou bien déterminer le nombre des solutions réelles de cette équation. Pourquoi? Parce que ici, on utilise le cadre graphique, il n'a qu'à utiliser ou bien tracer la courbe représentative de la fonction x3 moins 6x moins 6 sur un plan et voir les points d'intersection avec l'axe des abscisses et ensuite déduire le nombre des solutions réelles. Donc, c'est une question donc, qui ne va nous permettre que de dire que cette équation, elle admet des solutions réelles. Voilà. Pour la partie B, on va pousser un petit peu vers l'algèbre. Cette fois-ci, on va proposer une méthode de résolution algébrique de cette équation. On va commencer par mettre x égale à u plus v, où uv sont des nombres réels, et peu à peu, on va trouver un système. Regardez, ce système, c'est u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 égale à 6 et uv égale à 2. Et donc, je pense que les choses sont claires maintenant pour répondre à cette question. On a un système qui contient la somme de deux nombres et le produit de deux nombres. Vous pouvez pas penser immédiatement à transformer ce système en une équation de second degré, un trinôme de second degré égal à 0, et puis trouver la valeur de u à la puissance 3, v à la puissance 3, et ensuite trouver la valeur de uv. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de uv, hop, voilà la solution d'une équation. Bon, une des solutions de cette équation, à savoir x égale à u plus v. Donc, je vais répéter ce point. Donc, pour la deuxième question, on a montré dans un cadre graphique que l'équation x à la puissance 3 égale 6x plus 6. On a montré qu'il va avoir des solutions réelles. Donc, je pense même qu'on a la courbe représentative. Non, mais ce n'est pas celle-là pour l'autre. On va voir. On est toujours dans l'introduction, donc on commence peu à peu. Hein. Donc, cette équation, on sait le nombre de solutions réelles dont il dispose. Pour cette deuxième partie, on a proposé un processus de résolution de cette équation du troisième degré. On a posé x égale à u plus v et on a trouvé un système. Regardez, c'est u à la puissance 3. C'est u à la puissance 3 plus v à la puissance 3 égale à 6, et c'est u à la puissance 3, v à la puissance 3 égale à 8. Hein. Donc, il s'agit d'un système qu'on peut le transformer dans les solutions, sont exactement les solutions d'un trinôme, d'une équation de second degré. Vous avez la somme de deux nombres et le produit de ces deux nombres. Vous pouvez imaginer une équation de second degré. Généralement, c'est x carré moins s x plus p, c'est-à-dire moins la somme fois x plus p, c'est-à-dire le produit, et puis résoudre cette équation en utilisant la méthode de discriminant, et puis revenir pour en déduire les valeurs de u et v. C'est une technique que même les élèves de tronc commun scientifique peuvent vraiment le faire sans problème. Donc, voilà donc pour cette partie B. Hein, on a proposé la méthode en général de résoudre une équation de troisième degré. C'est exactement la méthode proposée par Cardan. Donc, Cardan en 1501-1576. Donc, on va passer maintenant au cas général parce que l'élève maintenant sait comment faire ça pour ce cas particulier. On va voir qu'est-ce qui se passe pour le cas général. Donc, on considère l'équation x à la puissance 3 égale à px plus q, montrer que l'une de ces solutions, hein, s'il existe bien évidemment, et s'écrit sous la forme x racine cubique de q sur 2 et ainsi de suite. Voilà l'expression que vous pouvez l'avoir démontré sans problème. Et la question ici de vérifier pour le cas qu'on a évoqué pour P égale à Q égale à 6. Donc voilà donc l'objectif de cette deuxième question. Je vais quand même faire une lecture didactique de cette partie. Alors, cette première partie, voilà. Alors, pour tout remaniement possible d'évolution de notre SPH, c'est-à-dire notre situation de problème historique, nous allons souligner succinctement quelques éléments d'ordre didactique. Alors, on a déjà parlé de ce premier
paramètres didactiques, c'est-à-dire une première variable didactique consiste à changer la valeur de nombre P dans l'équation x à la puissance 3 égale P pour pousser les élèves logiquement à écrire des nombres négatifs sous un radical. Donc, voilà le ressort didactique de cette variable didactique. On a déjà parlé de ça. Maintenant, je vais parler de cette partie. Une autre variable didactique importante est le couple nombre de solutions et le signe de discriminant delta égale q carré plus 4p sur 3 à la puissance dans la formule de Carnot. Influence et justifie le choix des équations cubiques proposées. Alors, quand on passe, vous savez, quand on a cherché ou bien proposé le processus de résolution de cette équation de troisième degré, on a passé à un certain moment par calculer un discriminant. Et donc, ce discriminant, on a q carré plus 4p sur 3. Donc, et vous savez que si le discriminant il est positif, donc il admet l'équation, bien le système admet de solution, c'est delta est strictement négatif, donc il n'y a pas de solution. Donc nous, en fait, on a travaillé sur le choix de P et Q avec précision, de façon à avoir notre delta strictement positif pour avoir des solutions. Ça aussi, c'est une variable didactique, et peut-être, je m'excuse, je l'ai appelé paramètre didactique pas mal de fois, mais plutôt c'est une variable didactique. Donc, pour la deuxième partie, on va poser cette fois-ci grand U égale à U à la puissance 3. Donc, pour cette question, on va tout simplement proposer pour une deuxième fois le processus de résolution de ces équations cubiques, mais on va l'appliquer à une équation particulière, x carré moins 6x plus 8 égale à 0. L'objectif, tel que me paraît, c'est de se familiariser avec cette technique. Donc, revenons maintenant à l'équation x à la puissance 3 égale à 6x plus c. Donc, regardez, pour cette équation, donc voilà le graphique. Donc, ça se voit qu'il y a une intersection O2 avec l'axe des abscisses, et donc il admet une solution réelle. Donc, quel est l'objectif de cette question? C'est d'abord d'installer bien le processus de la résolution. Donc, il y a une équation cubique. On vérifie d'abord que cette équation admet une solution réelle, qu'on peut vraiment la voir d'après la construction graphique ou bien d'après l'intersection de graphique de la fonction sous-jacente avec l'axe des abscisses. Voilà, c'est ça en gros l'objectif. Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc, récapitulons. Jusqu'à maintenant, on a commencé dans une première partie préalable par évoquer l'aspect motivationnel de l'introduction des éléments historiques, et on a proposé la méthode d'Al-Khwarizmi et la méthode d'Al-Khayyam qui nous propose de résoudre des équations algébriques par un cadre qui est géométrique. Maintenant, dans cette deuxième partie, on a utilisé d'autres cadres, à savoir le cadre graphique des fonctions, et dans un troisième moment, c'est le cadre algébrique de la chose. On a proposé un processus. On a même parlé de quelques variables didactiques qui nous permet soit de justifier le choix des équations d'ordre 3 qui sont bien choisies, ou bien qui vont nous pousser, nos élèves, à écrire légitimement la racine, un nombre négatif sur un symbole radical. Et même, on a parlé de la notation, c'est-à-dire écrire racine 3, ce n'est qu'une notation, on peut bien imaginer d'autres notations. Pour cette deuxième partie, les choses deviennent plus en plus sérieuses parce qu'on va travailler avec l'équation x à la puissance 3 égale à 15 x plus 4. On a gardé la même équation proposée ou bien travaillée par Cardano, c'est par Cardan. Et maintenant, on connaît le secret, c'est-à-dire on peut jouer sur ces variables didactiques pour imaginer une multitude d'équations cubiques. Pourquoi ça? Parce qu'on aimerait bien avoir des solutions, vous voyez ici, avec la même
pratique le même processus de calcul algébrique, avoir un nombre négatif sous un radical. Je répète, c'est ça le point le plus important, c'est que cette équation avec le processus de résolution classique va nous permettre d'avoir la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, revenons. C'est la même chose. On dispose d'une équation d'ordre 3, 15x plus 4. On a tracé la courbe représentative de cette fonction. Et regardez cette courbe représentative, bien ce graphique, elle a 3 points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et ça, c'est très important parce que, tout simplement, ça veut dire que notre équation, d'une part, elle admet 3 solutions et ces solutions sont réelles. Ces solutions sont réelles. Et ça, c'est très, très important. On va laisser ce cadre graphique qui nous a confirmé l'existence de 3 solutions. Il ne devrait pas y avoir plus que 3 parce que l'ordre de l'équation est bien 3. Maintenant, on va passer à l'aspect avec le processus, avec la méthode de Cardan, avec la méthode algébrique. On va écrire la même chose, mais hop, on va trouver que une des solutions, je ne sais pas laquelle, égale à racine cubique de 2 plus racine de moins 21 plus racine cubique. Donc, on a un problème, c'est que, voilà un accident de logique, c'est qu'on a un nombre négatif sous un radical. Mais c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait acceptable par la démarche. Il n'y a pas de contradiction jusqu'à maintenant parce que l'élève a travaillé dans la première partie avec ces 2 procédures pour trouver ces solutions. Donc, la troisième question, on convient d'écrire racine carrée de moins 1, le tout au carré égale à moins 1. Donc, c'est une convention. Bon, on a le choix, on peut faire ce qu'on veut, on peut s'opposer ce qu'on veut. Donc, on a supposé que la racine de moins 1 au carré, donc racine de moins 1, ça n'a pas de sens, mais on va supposer que racine de moins 1, c'est par analogie au calcul des nombres, au calcul dans 1, donc racine de A strictement positif au carré égale à 1. Donc, on va développer ces expressions. On a demandé à l'élève de développer ces expressions. Donc, on a à utiliser les équations, les densités remarquables d'ordre 3. Et donc, cette question, regardez, cette question, c'est une question primordiale qui peut être omise selon le choix de l'animateur. Pourquoi? Parce que vous pouvez imaginer le génie de Bombilé qu'on a évoqué dans la précédente vidéo. C'est un génie, bon, il a trouvé que la somme de ces 2 nombres est égale à 4, mais il n'a pas expliqué comment. Et pour nous, on va vraiment laisser cette question. On espère bien avoir un élève qui va trouver quelque chose. Voilà, on va lui donner une chance. C'est un chercheur également, donc on va expliciter ça du point de vue didactique. Voilà, donc la question 3 de la partie 2 peut être omise, c'est-à-dire supprimée, selon le projet pédagogique de l'enseignant pour souligner le rôle décisif de Bombilé. Le travail mathématique des bons élèves, des chercheurs, intervient ici comme un défi pour chercher et voir qu'un nombre réel peut être égal à une formule complexe portant sur les racines cubiques. Donc, c'est ça. Donc, on a invoqué l'existence d'un nombre qu'on va le noter, ou bien que la littérature va le noter antérieurement, ou bien par le i, c'est-à-dire la racine de moins 1. Donc, pour la 4e question, soit calculer une solution réelle de l'équation. Calculer une solution réelle de l'équation. Les solutions réelles de l'équation, on les connaît d'après cette courbe. Par exemple, on a déjà le 4 qui apparaît directement. Déjà le 4. Donc, une solution réelle de l'équation, on a besoin d'une. Pourquoi? Parce qu'on va faire la division euclidienne par x, par exemple, moins 4 dans ce cas-là, pour en déduire les autres solutions réelles. Donc, c'est une méthode algébrique pour préciser les solutions. Je répète, calculer une solution réelle, c'est-à-dire on va remplacer par 4 et puis on va passer à faire la division euclidienne par x moins 4 pour trouver les 2 autres solutions réelles de cette équation.
Voilà donc c'est ici à ce qu'on arrive avec l'apprenant, ou bien l'apprenant va lui-même arriver à dire que 4 égale à la somme, par exemple, de ces deux nombres. Alors, pour la partie 3, c'est une partie qu'on a en fait ajoutée selon les remarques qu'on a pu récolter des retours des élèves qui ont suivi les, les, l'expérience. Je vais citer ces moments que j'ai appelés dans cet article les moments surprenants. Alors, on a demandé aux professeurs stagiaires lors de notre préparation de noter tout acte qui leur apparaît intéressant, étrange ou distrayant. Nous en présentons quelques-uns dans ce qui suit. Un groupe de bons élèves de bon niveau a demandé des exemples d'applications. C'est pourquoi on a introduit la troisième partie, parce qu'ils ont bien aimé cette technique, ce processus de résolution. Ils aimeraient bien l'exploiter ou bien les réutiliser ou bien l'exploiter dans d'autres exemples. C'est pourquoi on a introduit la troisième partie. Donc, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a ajouté la troisième partie avec des applications. Cependant, on a noté une grande compétition entre les élèves pour trouver les solutions des équations algébriques de troisième degré. Et oui, parce que le programme scolaire ou bien le programme scolaire d'algèbre en général au lycée ne dépasse pas de donner les solutions de manière automatique, de manière modèle, de manière assez familière en utilisant par exemple seulement la méthode de discriminant pour les équations de second degré. Donc on travaille généralement avec un trinôme de second degré égal à 0, mais il n'y a pas de méthode standard pour résoudre des équations de troisième degré. Donc, c'est pourquoi les élèves, ils ont cette compétition d'avoir cette méthode. Il y en a même qui ont fait un effort pour apprendre par cœur la formule de Cardan, même s'il est un peu longue. Il y en a parmi eux qui ont pu réussir. Pourquoi? C'est par analogie, par exemple, pourquoi on a pris par cœur les solutions d'un trinôme de second degré, x égale moins b plus racine de b carré moins 4ac sur 4a, par exemple. Deuxième point, c'est lors de la répartition des élèves en petits groupes selon leurs notes, le dernier devoir surveillé, on a senti un départ non encourageant de la science. Pourtant, pendant le déroulement de notre situation problème historique, on n'a pas noté une grande différence en ce qui concerne l'intégration et la communication de cette catégorie d'élèves. Donc, on propose, donc ça c'est un message pour ceux et celles qui vont faire de la recherche-action, vous allez d'ailleurs faire. Donc, on propose d'éviter ce genre de répartition à la base des notes de classe dans un travail par petits groupes. Un des élèves a demandé s'il y a possibilité de voir des images des mathématiciens de l'époque mentionnée, et l'un de ses camarades a sorti sa tablette et un autre son téléphone portable pour montrer quelques portraits en utilisant Internet. On a noté également que les élèves ont assimilé ce qu'on entend par outil mathématique, et ça c'est un point aussi très important. Donc, cette situation nous permet de voir de plus près le passage de l'outil à l'objet. Je vais relayer cette remarque. On a noté que les élèves ont assimilé ce qu'on entend par outil mathématique et la possibilité qu'il devienne, après un développement de son usage, un objet mathématique. Et on a discuté dans ce cadre quelques considérations d'ordre oui. Donc, je vais m'arrêter sur ce point parce que on a commencé par écrire un nombre négatif sur un radical, ce qui n'est pas logique, mais il a un sens. Et puis, on a écrit en note racine de moins 1 au carré égale à moins 1, ce qui est aussi acceptable. Donc, on a accepté. Et puis, on a parlé que ce racine de moins 1, c'est égal à i. Et puis, on a vu que il n'y avait pas d'explication, mais ça nous permet d'avoir un nombre réel sous forme de ces nombres bizarres avec racine de moins 1. Donc, on a passé d'un stade où i était un outil pour trouver la solution, et ça, c'est très important. Pour un deuxième point, on a discuté
discuté dans le cadre de la logique propositionnelle la valeur de la vérité d'une proposition ou bien une hypothèse de départ, chose qui n'a pas en général une grande place dans la classe, dans la résolution d'un problème mathématique. Donc, une remarque d'ordre logique, c'est que l'hypothèse de départ en mathématiques, ça n'a pas vraiment une grande importance. On peut bien Vous me dites de montrer qu'un nombre est négatif, je vais commencer par montrer qu'il est positif. Donc, et puis, l'essentiel, c'est de travailler logiquement par un processus logique et arriver à une contradiction, ou bien à une consolidation, ou bien à une véracité de la proposition. Donc, c'est pareil pour nous. On a commencé par quelque chose qui n'a pas vraiment de logique, c'est-à-dire travailler par racine de moins 1, mais en fin de compte, on a trouvé des résolutions et donc le procédé, ou bien l'hypothèse, n'a pas influencé le résultat final. C'est ce que Gérard, je pense, le mathématicien français, a souligné en évoquant ces trois raisons classiques pour justifier l'utilité de ce processus ou bien du nombre négatif sous un symbole radical. Après avoir terminé notre situation problème historique, un groupe proposait de changer le nom des nombres complexes, oui, par l'un d'autres noms. Il y en a qui ont proposé du nombre composé, du nombre extraordinaire, du nombre simple, des nombres auxiliaires aussi. J'ai bien aimé cette notation de nombre auxiliaire, personnellement. Donc, ce sont des nombres auxiliaires qui nous permettent d'avoir des résultats ou bien des conclusions qui sont correctes. Un autre groupe a attiré l'attention des autres sur la multinationalité des mathématiciens qui ont travaillé sur les nombres complexes et ça va nous permettre de dire qu'effectivement, les mathématiques, c'est un fruit de l'humanité, c'est un fruit de tout le monde y a participé. Donc voilà donc ce que je vous ai proposé. J'espère bien que vous avez vu un exemple de situation problème, et une situation problème historique. Maintenant, je vais passer seulement à dire la conclusion. Alors, dans ce travail, nous espérions de discuter une approche de la signification de nos sens dans des connaissances chez les étudiants, en fait, les élèves du lycée, parce que l'une des objectifs, c'est de donner des sens aux apprentissages. Si on arrive souvent à donner un sens aux apprentissages, on va éviter beaucoup d'obstacles d'apprentissage, beaucoup d'obstacles qui entravent ou bien la construction des conceptions erronées. Donc, c'est très important de travailler sur la construction de sens. Mais cette réflexion nous a mené à évoquer un autre mot, celui de la réalité. Donc, pour ce point-là, j'ai travaillé dans cet article, mais c'est un point de vue un peu philosophique entre un relais que j'ai appelé un relais entre sens et réalité. Si vous avez le temps, vous pouvez lire à tête reposée cette dialectique ou bien ce relais pour en comprendre l'enjeu, mais en définitive, ne pensons qu'établir une position d'équilibre de l'entendement chez l'élève dans le relais sens-réalité aiderait fortement à améliorer la qualité de l'enseignement des mathématiques. Alors, nous postulons que l'histoire des mathématiques est l'une des clés auxiliaires et déterminantes dans le dit relais sens-réalité. Pratiquement, nous avons proposé une activité didactique spécifique nommée situation problème historique qui peut être une réponse possible à la question initiale, une introduction en nombre complexe en suivant la voie historique de la résolution des équations cubiques est-elle pertinente et viable dans le système d'enseignement actuel? C'est-à-dire, on a je propose comme message aux auteurs des manuels scolaires pourquoi ne pas penser vraiment à introduire les nombres complexes par une résolution algébrique des équations de troisième degré? Pourquoi ne pas, par exemple, évoquer dans des chapitres qui traitent la résolution des équations de troisième degré?
Oui, au tronc commun, par exemple, il y a le chapitre qui traite les équations de second degré, mais pourquoi ne pas passer à un autre chapitre, bien proposer un autre chapitre qui aborde la résolution des équations de troisième degré en vue d'en profiter de ceci, par exemple, par la formule de Cardan, à introduire les nombres complexes un peu plus. Donc, cette expérience travaillée en classe a permis aux élèves de changer leur vision et leur conception des mathématiques et en se rendant compte de plusieurs points. Alors, je vais vous situer quelques points pour cette situation problème historique. Ils ont pu prendre conscience de la dialectique outil-objet sous une forme explicite et en travaillant sur une situation mettant en jeu des pratiques de formulation des mathématiciens dans leurs recherches. Ils ont réalisé que la discipline mathématique est certes devenue une science axiomatique, mais c'est un produit qui a nécessité des siècles de développement de recherche. Ils ont pu changer l'idée au sujet des anciens mathématiciens. Ce sont des êtres humains qui ont aussi fait des erreurs, réclame un groupe. L'universalité des mathématiques est un aspect de la réalité qui a poussé les élèves à faire un effort de plus dans la rédaction mathématique afin de convaincre leurs collègues. Ils ont commencé à concevoir des obstacles des mathématiques anciennes, illustrés dans le travail des chercheurs mathématiciens d'une part et les comparer avec les mathématiques scolaires d'autre part, dont les problèmes disposent souvent des solutions. Donc, oui, ça, c'est un message important parce que, attention, dans un cadre scolaire, bon, comme j'ai prononcé, j'ai cité un jour, on ne demande pas vraiment aux élèves de produire d'un savoir mathématique, mais les mathématiques scolaires ont ses particularités et donc il faut bien ne pas vraiment donner un volume si important à la tâche qui est vraiment difficile. La situation problème, en conclusion, c'est une activité principalement de caractère créatif et doit être mise en action dans une science complémentaire pour avoir la validation des outils mathématiques enseignés, puis être suivie, bien entendu, des activités mathématiques ordinaires. Cette démarche donnera sûrement aux élèves des valeurs positives envers la matière, qui est d'ailleurs l'une des objectifs de l'enseignement mathématique, c'est avoir des valeurs positives envers cette. La motivation forte qu'on a pu constater chez les élèves dès lors que l'on a parlé historiquement de tel outil mathématique nous a incité à travailler sur la possibilité de produire d'autres situations de même genre. Donc, c'est mon dernier message. Donc, voilà le dispositif d'une situation problème à dimension historique. Vous pouvez vous-même essayer d'imaginer par analogie des situations problèmes historiques en évoquant les variables didactiques, les tenants théoriques qui, par analogie à cette situation, pour produire d'autres situations à dimension historique pour d'autres concepts mathématiques. Donc, c'est un exercice, je pense, que vous pouvez le travailler dans le cadre de module bien des ateliers de la production, des ateliers de production didactique. Vous pouvez penser à avoir, donc j'attendais vos propositions à ce sujet. Voilà, donc j'espère que vous avez vu enfin un exemple de situation problème historique. Dans la prochaine vidéo, on va voir un autre type de notre situation. Ça pourrait être la situation problème motivant. Merci de votre attention. Prenez soin de vous. Excellente journée.